nouvelle vidéo, un nouveau suivi de lecture. On est dimanche 25 mai et ça fait des semaines que je ne vous ai pas prise en vidéo, voire tout le mois de mai. Mais honnêtement, le mois de mai a été un mois extrêmement compliqué, extrêmement stressant, extrêmement dense, aussi bien de façon professionnelle que de façon privée. Voilà, il s'est passé pas mal de choses. Je ne vais pas vous dire ce qui s'est passé dans ma vie privée parce que j'ai pas forcément envie de m'étaler sur le sujet, mais sachez que voilà, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées. Mois compliqué, mois fatigant, mois stressant. Et également en termes de vie professionnelle, puisque la société a déménagé, que ça fait plus d'1 an qu'on est censé savoir qu'on déménage, sauf qu'on nous prévient ce lundi qu'on déménage cette semaine, et on a donc déménagé sur 2 jours. Et quand je vous dis déménager, c'est déménager, c'est-à-dire qu'on n'avait rien préparé, et bien du jour au lendemain, il a fallu s'occuper des cartons, des meubles, de tout vider, et le lendemain de tout envoyer dans les nouveaux locaux. Voilà, 2 jours. 2 jours. Sachant qu'à ce moment-là, j'avais des rendez-vous médicaux que je ne pouvais pas manquer. Donc, je me levais 2 fois plus tôt pour aller à ces rendez-vous médicaux, pour ensuite aller au boulot. Donc, je devais gérer le déménagement, mon travail, mes rendez-vous médicaux. J'ai fini la fin de cette semaine sur les genoux. Mais quand je vous dis sur les genoux, c'est sur les genoux. J'étais épuisée, mais épuisée. Et autant vous dire que les nouveaux locaux, je ne sais pas du tout à quoi ils ressemblent vraiment, puisque je les ai juste vus en vidéo. On m'a informé de l'adresse pas plus tard que vendredi après-midi, c'est tout. Voilà, on n'a pas voulu me donner l'adresse avant. On m'a pas demandé si je voulais partir avec eux. On me l'a fait à l'envers en me demandant est-ce que ça m'arrangerait plus par-ci, par-là. Voilà, en me disant bon bah tu cherches les endroits qui t'arrangent. Moi, j'ai bien précisé que là où eux voulaient aller, ça ne m'arrangeait pas et qui, malgré tout, mon responsable a bien appuyé l'endroit en me trouvant excuse A, excuse B et que je voyais venir en me disant de toute façon, j'ai cherché partout où ils voulaient, mais je sais qu'ils vont aller là et ça n'a pas loupé. Donc, ça me rallonge le trajet d'au moins une demi-heure par jour. Voilà, donc je vais me taper, je me tapais déjà 3 heures. Voilà, donc je vais me taper une demi-heure de plus minimum, et je dis bien minimum. Donc voilà, je suis pas contente et j'appréhende vraiment comment les choses vont se passer par la suite parce que clairement je le vis pas très bien. Et donc voilà, en termes de lecture, bah, il y a eu un impact puisque j'ai pratiquement rien lu en tout et pour tout. J'ai terminé donc 2 romances au mois de mai, j'ai lu un roman pour le mois de la fantaisie et 4 tomes d'un manga pour le mois de la fantaisie, et à côté j'ai abandonné 3 romans et ça s'arrête là. Vraiment, le mois de mai absolument catastrophique. J'ai entamé une lecture, je suis à peu près à 200 pages et cette lecture me donne beaucoup de difficultés et il est possible que je l'abandonne d'ici peu. Ça ne sera que la 4e roman à la suite des 3 précédents. Voilà, donc le mois de mai, voilà, le mois de la fantaisie, autant vous avouer tout de suite que c'est le flop du siècle. Vraiment le flop du siècle. C'est le challenge auquel je participe tous les ans, que j'aime d'amour, et cette année c'est une catastrophe absolue. Donc clairement, le mois n'est pas complètement terminé, mais je ne vais pas rattraper le mois, et j'abandonne. Voilà, j'ai abandonné le mois de la fantaisie parce que de toute façon, voilà, c'est catastrophique. Donc laissons tomber, c'est pas grave, on recommencera l'année prochaine si il a lieu l'année prochaine, mais là vraiment cette année c'est une catastrophe absolue. Bref, on va tout de suite enchaîner avec les lectures que j'ai abandonnées pour essayer de parler des choses qui fâchent et comme ça au moins c'est fait, on passe à d'autres choses. J'ai donc abandonné en tout premier lieu Spark of the Everflame de Pen Cole aux éditions Calix. Je sais que c'est un roman qui a beaucoup plu à beaucoup de monde, qui a été assez plébiscité. Je l'ai acheté un petit peu sur un coup de tête et effectivement j'aurais dû réfléchir un petit peu parce que clairement c'était pas fait pour moi. Clairement c'était pas fait pour moi. Donc ici on est dans un univers séparé en classes. On a donc les mortels comme vous et moi, voilà, qui mènent leur petite vie de mortels dans la ville des mortels où les personnes mortelles ont peu de possibilités d'ascension sociale, professionnelle, etc., etc. Et à côté, on a les descendants étant, comme on les appelle, les descendants d'êtres divins qui sont descendus sur Terre, qui se sont mariés aux humains et qui ont donné leurs dons aux enfants qu'ils ont eus avec les humains. Et les descendants, donc ces enfants, ont décidé qu'ils n'allaient pas diluer leurs dons magiques avec d'autres mortels et donc
n'ont pas le droit de se marier avec des mortels, avoir des enfants avec des mortels, etc., etc. Il n'y a que très peu d'interactions entre les mortels et les descendants, et clairement, ce sont les descendants qui ont le pouvoir, l'argent, tout ça, voilà, tout ce qu'on connaît. Donc on a vraiment une société de classe, ce qui est assez classique. Dans cet univers, on va suivre Dean qui est une mortelle, qui a été formée par sa mère pour être soigneuse, et sa mère travaille pour les descendants en échange de la possibilité d'envoyer donc le petit frère de Dean dans une école de descendants et de pouvoir faire des études et peut-être trouver un bon travail, ce qui n'arrive jamais puisque les enfants entrent chez les mortels dans la vie active à 14 ans, ils ne vont pas à l'école plus loin que ça parce que bah voilà, lutte des classes, etc., etc. La mère de Dean va un jour avoir une conversation avec un descendant secrète. Dean va les griller et à partir de là, sa mère va disparaître et Dean va essayer de comprendre ce qui se passe et de se comprendre elle-même puisqu'elle va découvrir des choses sur elle-même. Alors honnêtement, les facilités scénaristiques, moi j'en peux plus. Mais alors des facilités scénaristiques tellement énormissimes dès les premiers chapitres. Vraiment, j'ai levé les yeux au ciel dès le premier chapitre ou dès le deuxième, je ne sais plus si c'était le premier ou le deuxième, mais j'ai levé les yeux au ciel. Dean, c'est un cliché tellement énorme également que j'ai vu les choses venir mais de tellement loin que quand j'ai abandonné le livre, je suis allée voir la fin et effectivement, j'avais deviné juste. Je n'ai pas apprécié Dean. Dean est censée avoir plus de 20 ans, donc une bonne vingtaine d'années, et être mature, sauf qu'elle ne l'est pas du tout. Mais clairement, je la trouve profondément immature. Elle a une crise d'adolescence à plus de 20 ans. Donc à un moment, stop quoi. Ça déjà, ça m'a exaspérée. C'est un personnage qui, je trouve, est irréfléchi, immature, cliché sur pattes. Bref, j'ai pas aimé, c'est pareil, on a encore le prota masculin ténébreux, un petit peu grumpy comme on dit vraiment, et qui est fascinant, beau gosse, etc. Vraiment, j'ai pas adhéré. Ça, pour le coup, ça m'a gonflé. Parce que c'était trop gros, alors que d'habitude, ça ne me dérange pas plus que ça, mais là, j'ai trouvé que c'était trop gros, trop cliché, mais énorme, avec des grosses facilités scénaristiques. J'ai vu les choses arriver, mais de tellement loin. Et Dean est un personnage que j'ai pas du tout aimé, et comme c'est le prota féminin principal, au bout de 110 pages, j'ai laissé tomber, parce que voilà, je voyais bien que j'y arrivais pas et que j'allais pas y arriver, donc j'ai laissé tomber. J'ai également abandonné du coup le premier tome de The Remnant Chronicle, The Kiss of the Deception de Marie E. Persson aux éditions La Martinière Jeunesse. Et oui, encore un livre qui a plutôt bien fonctionné sur les réseaux sociaux il y a quelques années et qui ne l'a pas fait avec moi. Lia est une jeune femme qui est une princesse et qui doit se marier avec le prince d'un royaume voisin pour nouer une alliance parce que c'est très tendu, il y a des royaumes voisins qui veulent envahir son royaume, etc., etc. Donc il faut créer des alliances, sauf que Lia, elle ne veut pas se marier. Et donc avec sa servante qui est également sa meilleure amie, elles prennent leur clic et leur claque et s'enfuient avant le mariage pour aller commencer une vie beaucoup plus simple dans un petit patelin paumé, loin du royaume, loin de son devoir de princesse, etc., etc. Et le truc de ce premier tome, c'est de découvrir qui est le prince, puisque deux personnages masculins vont être envoyés pour l'un tuer Lia, et l'autre, qui est le prince qu'elle devait épouser, va partir à sa recherche pour essayer de comprendre qui est Lia, pourquoi elle a fui le mariage, quel culot elle a eu d'avoir fui ce mariage et surtout le culot de l'avoir fait avant lui parce que lui clairement ne voulait pas non plus se marier et le but un petit peu de ce premier tome c'est de découvrir qui est l'assassin et qui est le prince. Au début c'était bien parti, sauf que très vite j'ai déchanté parce que très vite j'ai commencé à m'ennuyer, j'adhérais pas spécifiquement aux personnages, que ce soit les personnages masculins que le personnage féminin. Je m'ennuyais, je trouvais que Lia était une jeune femme de 16 ans assez immature qui ne se préoccupait pas des conséquences de ses décisions. Je peux comprendre son point de vue, mais elle est princesse, on lui dit que voilà, mais au lieu de prendre les choses à bras le corps, elle a préféré fuir et j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Et ouais, je m'ennuyais, j'arrivais pas à avancer, je trouvais pas ça très intéressant.
c'est peut-être parce que je suis plus le public cible et que voilà, j'adhère plus à ce genre de roman, donc je l'ai abandonné, c'est pas grave, ça plaira à quelqu'un d'autre, puisque évidemment les romans que j'ai abandonnés, je ne vais pas les garder, je vais les vendre ou les donner, ce sera selon. Et le dernier que j'ai abandonné, c'est celui-ci, qui était donc le 3e à la suite et que j'ai lu jusqu'à à peu près 9-10 chapitres. Des chapitres qui sont assez courts avec une typo assez épaisse, assez large. Ouais, voilà, j'ai pas lu beaucoup, j'ai vite abandonné parce que j'adhérais pas à la narration, j'adhérais pas à la plume, j'adhérais pas au personnage non plus. Je m'intéressais pas à ce roman, ça me plaisait pas. Vraiment, il n'y avait pas grand chose qui me plaisait. J'ai laissé tomber. Et peut-être parce que, évidemment, encore une fois, je ne suis plus la cible de ce genre de roman. Pourtant, c'est du post-apo, j'aime bien, mais j'ai vite abandonné. Donc ici, on suit le personnage de Lou et Guillaume, qui vivent dans un monde post-apocalyptique. Donc tout démarre dans une époque un petit peu plus avancée que la nôtre. La technologie a avancé, sauf qu'il y a eu un effondrement, et donc post-apocalyptique étant. Donc Guillaume va recueillir Lou lorsqu'elle est toute bébé et va en fait l'élever dans cet univers post-apocalyptique, à essayer de survivre, etc., etc. Mais je sais pas, j'ai pas aimé la façon dont sont amenées les choses, j'ai pas aimé la narration et j'arrivais pas à adhérer. Et j'étais déjà tellement exaspérée d'avoir abandonné des livres que je me suis énervée et que du coup je l'ai abandonné à son tour. Bref, actuellement je suis en train de lire le premier tome de ce roman, qui est donc Les Sables d'Arawiya, donc Chasseur de flammes de Hafsa Faisal, aux éditions de Saxus. Je sais qu'il y en a qui ont adoré et d'autres pas du tout. Et pour le moment, je suis à peu près à 200 pages. Il me reste un chapitre avant d'arriver à la partie 2. Et ça me donne du mal. La traduction est juste horrible. Vraiment, je trouve la traduction horrible. C'est compliqué à suivre. Il y a des choses, mais... Il y a vraiment des moments où j'ai du mal à comprendre l'histoire parce que pourtant, je suis pas compliquée, je lis pas en anglais, mais là, la traduction, elle est horrible. Vraiment, elle est horrible. Je trouve ça extrêmement dommage. Donc ici, on est dans un univers où des déesses ont disparu, elles ont été tuées. Et depuis leur disparition, la magie n'existe plus et ça a créé une espèce de forêt extrêmement sombre, extrêmement dangereuse qui prend de plus en plus d'espace, qui s'appelle Lars. Et donc Lars, personne n'en ressort vivant, ou quand on en ressort, on est fou. Sauf que le personnage de Zafira, qui est chasseuse, elle est un petit peu la seule à réussir à rentrer dans Lars et à en ressortir, puisqu'elle y va pour trouver des proies et nourrir son village qui se trouve près de Lars et qui, depuis la disparition de la magie, est devenu très très pauvre. À côté, on suit Nassir qui est le fils du roi, du sultan, de l'empereur, un roi qui est devenu un vrai tyran, et il est l'assassin personnel de son père. Le problème, c'est que Nassir, lui, il n'a pas le choix, il est obligé d'obéir à son père. Alors avant, les assassins royaux de ce type-là, c'était des gens qui donnaient la justice. En fait, ils condamnaient les gens qui méritaient de mourir, entre guillemets, et voilà, il rendait justice. Sauf que là, c'est plus vraiment le cas, il tue des innocents. Nassir va être envoyé par son père sur l'île de Lars, je sais plus c'est quoi le nom de l'île. L'île de Char, qui en fait est l'endroit où les déesses avant leur mort ont enfermé tous les démons, etc., etc. Donc il est envoyé par son père pour y découvrir quelque chose. Et à côté, il y a une sorcière qui travaille pour le sultan qui va envoyer la chasseuse également sur Char pour découvrir évidemment ce que doit chercher le fils du roi, etc., etc. Tous les deux vont se rencontrer, etc., etc. Je m'arrête là pour le résumé. Et là où j'en suis, les deux protas principaux ne se sont toujours pas rencontrés. On est à 200 pages. Voilà, on est à 200 pages et ça n'avance pas, les gars. Ça n'avance pas. Je m'ennuie, il se passe pas grand chose, la traduction est horrible, l'univers est brouillon. Voilà, j'ai un peu de mal. Zafira est un personnage que j'aime bien, mais Nassir c'est un personnage que j'ai envie de le baffer pour lui remettre un petit peu les idées en place. Le mec subit son père, le mec subit sa vie, le mec n'essaie même pas de se rebeller alors qu'il déteste ce qu'il est en train de devenir et ce qu'il est en train de faire. Mais il subit, voilà, il subit parce qu'il espère qu'un jour son père l'aimera. Alors qu'il le sait, il le dit, mon père ne m'aimera jamais, mais j'espère qu'un jour il m'aimera.
Donc je lui obéis, donc je fais ce qu'il veut, quitte à perdre toute compassion, quitte à devenir le pire assassin du monde, etc., etc. C'est pas grave, voilà. Le père est un vrai, voilà, un vrai, c'est pas grave. Alors je sais qu'il y a une question d'emprise souvent dans ces cas-là, mais là, Nassir, il sait les choses, il les voit, il a quand même la possibilité de faire des choses, mais il ne fait rien. Il subit sa vie et il s'en plaint et il m'agace, il m'insupporte. Le mec, il serait peut-être temps qu'il se réveille un petit peu. À côté, on a le général Altaïr qui le suit, qui, voilà, il travaille aussi pour son père, qui lui a un petit peu plus de répondants, qui essaie de faire que les choses aillent mieux. Voilà, il subit pas, il n'est pas juste là à subir. Vraiment, et puis la traduction est horrible. Voilà, la traduction est horrible. Donc ce texte me donne beaucoup de mal. Je vais essayer d'avancer un petit peu. Mais pour être honnête, si j'arrive pas à décoller, je vais pas aller beaucoup plus loin parce que vraiment j'ai autre chose à lire, quoi. Enfin, un moment, stop, hein. Du coup, en termes d'avancée de lecture, ce que j'ai lu, donc dans le précédent vlog, je vous avais parlé de Blue Séoul, qui est le deuxième tome de la duologie de Blue, donc Blue Phoenix, Blue Séoul de Lily Haine, que j'avais beaucoup aimé. Je ne vais pas revenir dessus ici. J'ai du coup lu le 7e tome de Kate Daniels, donc Rupture magique de Ilona Andrews aux éditions Bookmark, et qu'est-ce qui m'a pris d'attendre aussi longtemps? Voilà, qu'est-ce qui m'a pris d'attendre aussi longtemps avant de lire ce tome 7 parce que c'était génial. J'ai eu un petit peu de mal à me remettre dans l'univers, dans l'ambiance, dans les personnages, même avec le rappel des personnages, puisque dans ce tome 7, on a un rappel de tous les personnages. On a un rappel de ce qui s'est passé dans les tomes précédents avec le journal de Barabbas qui fait partie des personnages secondaires et qui est un ami de Kate Daniels, en tout cas qui devient un ami de Kate Daniels, qui nous résume un petit peu ce qui s'est passé dans la vie de Kate au tome précédent. Mais malgré tout, ça fait quand même 6 tomes et j'ai eu un petit peu de mal à me remettre un petit peu tout en tête puisque je me rappelais plus de certains tomes que de d'autres. Il y a des détails qui m'ont un petit peu échappé, mais j'avais pas envie de revenir sur toute la saga et de relire les 6 tomes. Je veux d'abord terminer cette saga avant d'envisager un petit peu plus tard de relire les premiers tomes. Mais encore une fois, c'est un page-turner. On n'a pas le temps de s'ennuyer, on n'a pas le temps de se poser des questions. Il y a des retournements de situation, des révélations, des combats. C'est plein d'énergie, c'est plein de peps dans un univers qui continue de se développer, qui continue de prendre en ampleur, avec des personnages qui continuent de se développer également, d'évoluer, de changer. Voilà, on a tout un tas de choses qui se passent dans ce 7e tome qui était trop bien, trop bon. On découvre un petit peu plus sur qui est Kate Daniels, sur évidemment sa famille, d'où elle vient, etc., etc. Même elle le découvre hein, parce qu'elle ne sait pas tout de la personne qu'elle est, puisqu'il y a eu beaucoup de secrets dans sa famille. Et bref, c'était trop bien. C'était trop bien. On n'a pas le temps de s'ennuyer. On a 400 pages, 500 pages de pur kiff, mais de pur bonheur, de pur bonbon, de pur pépitas. C'était trop bien. Je vais lire le tome 8 assez rapidement, je pense, parce que vraiment, c'était génial. J'ai adoré, j'ai kiffé cette lecture, c'était trop cool. Et j'ai également lu donc le premier tome de la saga des Eden, donc le premier tome qui est Indigo Rage. Pour tout vous avouer, je ne sais pas si je vais lire la suite. Celui-ci, c'était une lecture dont j'avais besoin pour un petit peu effacer tous mes abandons et cette lecture que j'ai actuellement qui est assez compliquée. C'était un bon moment, c'est pas la lecture du siècle, mais j'ai plutôt bien aimé. Donc ici, on va suivre une jeune femme qui, suite à la rupture de sa vie amoureuse, enfin à la rupture avec son fiancé, va être embauchée en tant que chef de la police dans une petite ville où vit son grand-père, où il a été chef de la police lui-même et où il est actuellement maire. Et elle va devoir s'adapter à cette nouvelle vie, se faire accepter par les autres policiers, par la ville en elle-même, puisque c'est une petite ville américaine où tout le monde connaît tout le monde et tout le monde dit elle est trop jeune pour être chef de la police, voilà, il faut qu'elle fasse ses preuves. Et elle va coucher avec un homme qu'elle va penser être un touriste et qui ne l'est pas, qui est d'ailleurs propriétaire d'un ranch, et c'est là qu'elle va découvrir le corps d'une jeune femme. Et manque de bol, eh bien, elle va devoir plus ou moins travailler du coup avec l'homme qu'elle a couché, puisqu'il est le propriétaire du terrain où on a retrouvé cette jeune fille décédée.
C'était sympa, c'est de la romance, hein, c'est pas le truc hyper grandiloquent, mais moi j'ai bien aimé parce qu'on a un bon équilibre entre l'enquête et la romance. On a des personnages qui sont attachants, des personnages qui sont forts. Le personnage féminin, c'est pas la petite princesse qu'on doit absolument sauver, mais c'est un personnage quand même avec des fragilités, des défauts, le prota masculin également. Donc personne n'est parfait et c'est un couple qui va se construire vraiment un petit peu à l'envers, puisqu'ils vont d'abord s'attirer physiquement et effectivement avoir des rapports assez nombreux que j'avais tendance à passer parce que moi ça m'intéresse pas plus que ça. Et qui vont finalement se rendre compte que ouais, effectivement il n'y a pas que de l'attirance physique entre eux, il y a beaucoup plus, et à côté ce prota féminin va quand même vraiment faire son travail et mener l'enquête, et la mort de cette jeune fille qui va être découverte sur le terrain du garçon, du jeune homme, n'est pas juste un prétexte pour ramener la romance, et ça j'ai plutôt bien aimé puisqu'il va y vraiment avoir une enquête, des questions qui vont être posées, le prota féminin va quand même vraiment aller jusqu'au bout des choses pour essayer de résoudre le truc en se disant ah non, il y a un truc qui va pas, c'est pas normal, il faut vraiment qu'on découvre ce qui s'est passé, tout le monde dit que c'est un suicide mais moi j'y crois pas, mon instinct me dit que non, et elle va mener son enquête, et j'ai trouvé que c'était plutôt sympa. Je trouve quand même qu'il y a quelques longueurs, mais dans l'ensemble j'ai plutôt bien aimé cette lecture, c'était un bon moment et vraiment j'ai plutôt bien aimé. Et du coup je termine par It's My Life puisque j'ai lu les 4 premiers tomes que j'ai dans ma bibliothèque, il me reste 2 tomes à lire avant d'être à jour sur ce que j'ai déjà dans ma bibliothèque. C'est de la cozy fantasy, c'est trop doudou, ça fait du bien. Donc ici on suit un ancien mercenaire qui s'appelle Astra, qui à 35 ans décide de prendre sa retraite, c'est pas un mercenaire, c'est un paladin, pardon, un capitaine paladin, qui décide de prendre sa retraite et de s'acheter sa petite maison, ce dont il a toujours rêvé depuis qu'il est enfant, et d'y mener sa petite vie dans sa maison, de la construire, de l'aménager et de prendre son pied dans cette maison, sauf qu'une gamine va un jour arriver sur un balai volant et va littéralement rentrer dans sa maison en détruisant sa fenêtre, et lui le vit pas très bien, voilà, il vit pas très bien le fait qu'une gamine vient détruire la maison qu'il vient d'acheter, et à partir de là, tous les deux vont vivre ensemble et apprendre à se connaître et vivre plein de petites aventures, c'est trop doudou, ça fait du bien. D'après ce que j'en vois, il y a une intrigue de fond un petit peu plus sombre qui est en train de se mettre en place, mais malgré tout, pour l'instant, j'aime beaucoup, ça fait du bien, c'est doudou, les personnages sont attachants, il y a tout un tas de personnages secondaires qui viennent petit à petit se greffer à notre duo père-fille, hyper mignon, hyper adorable, il y a de l'humour, il y a de l'action, il y a du doudou, il y a des moments extrêmement adorables, extrêmement craquants. Et vraiment, je prends beaucoup de plaisir à lire ce roman, enfin ce manga. Donc je vais essayer quand même de terminer les 2 prochains tomes pendant le mois de la fantaisie. Au moins pour au moins être à jour du coup sur ce manga. Bref, ça fait quand même 25 minutes que je vous tiens, donc je vais vous laisser là et je vous retrouve très prochainement pour la suite de ce suivi de lecture. Salut tout le monde, on se retrouve, on est jeudi 29 mai, encore une fois. Je ne vous ai pas prise pendant des jours, mais là j'ai une vraie bonne excuse. Ça fait 2 jours que je me tape un mal de dos carabiné et que là ça commence enfin à aller mieux. Et quand je vous dis carabiné, c'est carabiné. Alors aller au travail, quand on a mal au dos, dans les transports en commun, que ce soit le train et le métro, et rester toute la journée assise alors qu'on a une pointe de douleur horrible, c'est vraiment c'est horrible. Ça a duré 2 jours, là ça commence enfin à aller mieux, c'est pas encore ça mais ça commence, ce qui est dû voilà, à ma position un petit peu particulière, mais voilà, c'est une position qui est un petit peu plus confortable pour moi, parce que vraiment les seules positions ces 2 derniers jours qui convenaient, c'était soit couché sur le dos, parce que c'était vraiment le moment où ça me soulageait le plus, soit debout, appuyé sur la jambe droite, parce que j'ai surtout un gros point du côté gauche où vraiment marcher c'est douloureux, s'asseoir c'est douloureux. Là j'ai mon chien qui tient plus en place parce que du coup il n'a pas le droit à ses bonnes balades, mais en même temps j'ai tellement mal que les balades c'est pas vraiment ma priorité, hein, on est d'accord, mais bon écoutez, pour le moment on fait avec, hein, voilà, on fait avec. J'ai réussi à lire un petit peu du coup malgré la douleur. J'ai réussi à avancer ma lecture du premier tome des Sables d'Ariwa, donc chasseuse
de flamme. Donc voilà, j'en suis à un petit peu plus de la moitié. Mais cette lecture me donne quand même beaucoup de difficultés dans le sens où la traduction, vraiment, elle est pas bonne. La traduction n'est vraiment pas bonne. J'ai beaucoup de mal avec les personnages que je trouve assez clichés, donc notamment Nassir qui pour moi est le personnage hyper cliché de ce roman. Zafira, ça passe un peu mieux, même si honnêtement même elle je la trouve assez cliché. On a d'autres personnages qui viennent se greffer, donc Altaïr, Benyamin et Kifa au moment où j'en suis, qui sont des personnages qui pour le moment sont extrêmement secondaires puisqu'ils viennent d'arriver et ne sont pas particulièrement développés. J'attends de voir la suite. L'île de Char est assez intéressante parce que c'est une île un petit peu particulière avec des monstres un petit peu particuliers qu'on n'a pas l'habitude de voir avec d'autres romans puisque la mythologie là est plus une mythologie orientale, mais malgré les combats qu'il peut y avoir, il se passe pas grand chose dans le roman. On s'ennuie aussi, non seulement la traduction c'est vraiment pas génial, mais on s'ennuie parce que certes on a un univers qui se développe et encore on ne développe réellement que l'île de Char et il se passe pas grand chose. Il y a des combats mais ça tourne en rond en fait, on n'avance pas plus que ça dans l'intrigue et je trouve ça extrêmement dommage, surtout que le roman est assez épais puisqu'il fait plus de 500 pages, il doit bien faire presque 600 pages si je me trompe pas, ouais, pas loin de 600 pages, 550 pages au moins, donc vraiment je trouve que il se passe pas grand chose, la traduction est mauvaise, on a des personnages assez clichés et au moment où je vous parle de ce roman, je ne suis toujours pas sûre, toujours pas certaine d'avoir envie de lire le tome 2 qui est malgré tout dans ma bibliothèque. Et j'ai décidé du coup après cette lecture d'entamer celle-ci qui est donc le tome 1 de la saga de Boys of Tommen, donc de Chloé Walsh, ici Bending 13. Donc dans ce premier tome on suit une jeune femme qui s'appelle, je ne sais plus comment elle s'appelle, Shannon Lynch, voilà, qui vit en Irlande et qui change de lycée suite à du harcèlement qu'elle a subi dans son précédent lycée. À côté, sa famille, c'est une famille toxique et violente. Elle a un grand frère et des petits frères et la fratrie essaie de se protéger mutuellement. Et donc dans ce nouveau lycée, elle va essayer évidemment de se faire discrète jusqu'au jour où elle va rencontrer Johnny Kavanagh qui est le playboy du coin puisque c'est le joueur fétiche de rugby de ce lycée et à partir de là va se nouer une relation amicale qui va devenir amoureuse hein, puisque c'est de la romance. J'ai envie de Souffritude encore, même si fin avril début mai j'en avais lu, j'ai envie de nouvelles Souffritudes, donc on va repartir sur de la Souffritude parce que j'ai envie de Souffritude. Et donc voilà, c'est tout ce que j'ai lu pour le moment. Je vous dis, en ce moment le mois de mai est catastrophique même s'il se termine. J'espère que le mois de juin sera un petit peu meilleur que le mois de mai parce que là c'est une catastrophe absolue. Je crois que j'ai jamais eu un mois aussi horrible. Bref, je vous reprends plus tard pour la suite de ce suivi de lecture qui est assez vide, je vois bien la... Salut tout le monde, on se retrouve, on est le dimanche 1er juin et ça va être l'heure de clôturer ce vlog suivi de lecture qui est littéralement à l'image de mon mois de mai, catastrophique, vraiment catastrophique, j'ai pas d'autres mots. J'ai pas d'autres mots que ce soit en termes professionnels, en termes privés, en termes de lecture, en termes de challenge de lecture. Donc ici le mois de la fantaisie qui est littéralement un flop absolu. J'ai jamais aussi peu lu de tous les challenges auxquels j'ai participé, donc autant vous dire que voilà, je pas génial. Vraiment, le mois a été absolument catastrophique et il ne s'est pas très bien terminé, que ce soit en termes professionnels. Voilà, il s'est passé quelques petites choses avec mon responsable d'agence qui m'ont bien tendu et j'ai pas du tout envie d'y retourner demain pour tout vous avouer parce que je suis très énervée. Déjà ça, ensuite j'ai mal au dos, voilà, j'ai mal au dos, je vous en ai parlé. Ça va un peu mieux aujourd'hui, mais c'est pas ça. Et quand je vous dis que j'ai mal au dos, je suis même pas sûre que ce soit le dos. Pour moi, ce serait peut-être même plus mon ovaire gauche ou ma trompe gauche qui serait littéralement en PLS et qui me l'a fait à l'envers. Voilà, voilà. Ça pourrait être ça, honnêtement, avec tout ce qui se passe en ce moment, ça pourrait être ça. J'ai l'habitude hein, avec tout mon appareil reproductif. Comment vous dire qu'il n'a jamais été très sympathique avec moi. Voilà.
comme beaucoup de femmes je pense, hein. Mais voilà, j'ai eu pas mal de problèmes avec tout ça, donc je me dis que ce serait encore un problème parmi les autres. Voilà, bref, c'est pas la joie du coup. J'ai pas très bien dormi pendant mon week-end prolongé à cause de la douleur. Et puis j'ai appris pareil une chose ce week-end qui m'a un petit peu beaucoup attristé, même plutôt, vraiment beaucoup attristé. Donc voilà, le mois de mai c'est pas très très bien terminé et ça s'est beaucoup ressenti en termes de lecture, hein. On va pas se mentir, que ce soit en termes de lecture et même en termes de séries que je regarde, puisque je n'ai réussi à terminer qu'une série qui est Mon amour au paradis, que je vous conseille, qui est très très bien, mais vraiment ouais, pas génial. Bref, du coup j'ai réussi à terminer ma lecture en cours ce week-end. Il était temps parce que ça a été assez compliqué, assez dur et j'ai vraiment envie de passer à autre chose. À ce stade, je ne sais même pas si j'ai envie de lire le tome 2. Voilà, on verra bien. J'ai quand même réussi à lire le tome 5 d'It's My Life. Donc ici. On continue de suivre les aventures de Noah et d'Astra. Ce père et cette fille adoptive qui vivent dans leur petite maison, dont Astra est littéralement omnibulée par sa maison, par la décoration de sa maison, par ce qu'il pourrait rajouter à l'extérieur, une véranda, une petite mare, tout ce qui peut améliorer son quotidien dans sa maison, puisque il a pris sa retraite à 35 ans justement parce qu'il voulait vivre son rêve d'avoir sa maison à lui, jusqu'au jour où Noah fracasse littéralement la fenêtre de sa maison et ils vont se rencontrer de cette façon. Donc ce tome 5, et ça avait commencé avec la fin du tome 4, on entre dans une autre phase de ce manga. On a une intrigue dont on avait quelques petits détails par-ci par-là dans les tomes précédents, qui là commence enfin à prendre en ampleur, donc une intrigue de fond plus approfondie, et je pense que vu ce qu'on en apprend, je vois un petit peu où les choses vont aller, mais qui reste assez intéressante en soi, sauf que c'est long en fait. Je me rends compte que cette intrigue elle est très longue à mettre en place, sachant que c'est un manga terminé en 11 tomes. Voilà, donc, je sais pas où le mangaka ou la mangaka veut aller, comment elle va amener les choses sans que ça fasse précipiter, brouillon en termes d'intrigue de fond. Voilà, pour le moment on n'en sait pas trop plus, on entre plus dans le côté mystère de cette intrigue de fond, même si certaines choses se devinent selon moi. À côté de ça, on a encore un manga qui est plein d'humour, plein de rebondissements avec des personnages qu'on rencontre, des personnages qui évoluent. On a cette petite found family qui prend en ampleur au fur et à mesure des tomes, que je trouve absolument génial. Astra et Noah sont extrêmement drôles, sont extrêmement touchants, sont extrêmement attachants. Ils ont un lien qui est extrêmement mignon, qui est adorable. Astra il est drôle à suivre, Noah elle est mignonne, franchement ils sont adorables. J'aime vraiment trop ce manga, sachant que ça y est, on a les dates de sortie pour les 2 derniers tomes qui sont en stand-by depuis 2021. Je commençais à me demander si j'allais terminer ce manga. Non, ça y est, ils sont prévus pour août et il était temps, parce que je désespérais du coup d'avoir la suite. Bref, ce week-end, je me suis quand même aussi pas mal rattrapée en termes de webtoon. Donc j'en ai lu 3 et j'en ai même entamé un 4e. J'ai également avancé sur un 5e que je vais mettre en pause parce que clairement j'adhère pas vraiment. Donc j'ai avancé dans ma lecture de Lecteur Omniscient. J'en suis à une 60aine de chapitres actuellement et vraiment je m'ennuie, j'adhère pas au personnage. J'adhère pas à l'intrigue qui est en train de se mettre en place, j'arrive pas à comprendre la facilité de notre protagoniste principal d'évoluer dans cet univers. Il a une facilité déconcertante et je veux bien qu'il ait de l'aide dès le départ en termes de lecture, puisque le titre le dit, c'est le lecteur omniscient, puisque tout ce qui se passe, c'est ce qui se passait dans le roman qu'il a lu pendant 10 ans, donc le roman qui était publié sur internet, et l'auteur de ce dit roman va lui envoyer, avant que tout ne parte à volo, l'intégralité de ce roman qu'il pourra lire et donc pouvoir s'aider de
de tout ça, sauf que malgré tout ça paraît trop facile. Enfin je sais pas, le mec il tombe devant des monstres absolument ignobles et le mec il arrive à bien les battre quoi. Enfin à un moment je trouve que c'est trop facile, c'est trop facile. Le mec est absolument trop intelligent, il est hyper malin, il est hyper stratège, enfin bref je trouve que c'est pas crédible et j'aime pas la tournure que ça prend, en plus je m'ennuie aussi un petit peu donc voilà, du coup j'ai décidé de le mettre en pause, je ne sais pas si je le continuerai un jour, on verra bien, mais pour le moment je suis pas très fan. J'ai également donc continué, repris et continué du coup la saga d'Elécide qui est ici, donc je suis à plus de 200 chapitres actuellement, donc je ne vais pas revenir sur tout ce webtoon. Sachez qu'ici on va suivre un jeune homme qui s'appelle Ji-hoon, je ne sais plus, oui désolé les noms c'est toujours pareil avec moi, qui est un jeune lycéen qui n'a pas beaucoup d'amis, sa mère elle est toujours en déplacement et lui ses seuls amis ce sont ses chats de compagnie et les chats errants qu'il nourrit, jusqu'au jour où il va tomber sur un chat qui semble être très mal en point et qu'il va ramener chez lui pour le soigner. Et le moment où le chat se réveille, il va se mettre à lui parler. Un chat qui parle, autant vous dire que notre protagoniste, il est un peu en état de choc. Très vite, et ça c'est dès les premiers chapitres, on se rend compte que notre chat n'est pas juste un chat, c'est un être humain qui semble avoir des dons un petit peu particuliers et qui est poursuivi. Donc il est blessé et lui, pour se cacher de ses poursuivants, n'a rien trouvé d'autre comme solution que de prendre l'apparence du premier chat qu'il voit. Il ne sait pas trop comment il a fait son compte, il ne sait pas trop comment il a réussi à devenir un chat, mais il a réussi à devenir un chat. Et à partir de là, notre jeune Pota va voir son monde absolument chamboulé. Je m'arrête là pour le résumer, vous n'avez pas besoin de savoir plus. Honnêtement, en termes d'intrigue, ça casse pas trois pattes à un canard. Il n'y a pas réellement d'intrigue. C'est juste ce genre de shonen qu'on voit où les protas apprennent qu'ils ont des dons un peu particuliers et qu'ils peuvent devenir plus forts. Et c'est ce qui va se passer. Donc notre prota va s'entraîner, combattre, s'entraîner, combattre, s'entraîner, combattre et devenir de plus en plus fort. Il va rencontrer d'autres personnages avec qui il va combattre. Avec certains, il va devenir ami, avec d'autres, non. Attention, les combats sont quand même assez intenses, ce sont des très bons combats je trouve avec beaucoup de stratégie, mais il y a des morts, voilà, il y a des morts, les personnages crèvent, et quand je dis ils crèvent, hein, ils ne reviennent pas à la vie. Donc voilà, il y a une certaine violence, donc je ne conseille pas à tout le monde. Alors attention, quand ils meurent, c'est pas comme dans certains mangas où on voit tous les tripes voler, hein, je vous rassure tout de suite, non, c'est fait de telle façon qu'on les voit juste un petit peu disparaître, voilà. Mais ils meurent. C'est très sympa à suivre, il y a beaucoup d'humour, beaucoup d'action, des combats extrêmement bien faits je trouve, mais ça tourne en rond parce que en fait le but de notre chat qui est en fait Kaiden Break, qui est un homme extrêmement puissant, il est obnubilé par les combats. Lui il n'a qu'une idée en tête, c'est de battre les plus puissants de ce monde, les 10 plus puissants du monde, il veut les battre, il veut se battre avec eux, il en a rien à péter s'il crève, lui n'a Dieu que pour le combat. Il va prendre sous son aile notre jeune prota et en faire son disciple, mais il est toujours obnubilé par les combats. Bref, c'est très sympa à suivre pour le moment en termes d'intrigue. Au bout de 200 chapitres, il serait peut-être temps que ça évolue un petit peu, mais ça reste très sympa à suivre. J'ai également repris la lecture de Mercenary Enrollment, du titre que je connais, il y a plusieurs titres. Donc ici, on est pareil, toujours en Corée, on suit un jeune mercenaire qui a été retrouvé par des soldats américains et qui vont le ramener en Corée parce que ce mercenaire, il avait complètement oublié sa vie. Ça faisait des années qu'il était mercenaire et il savait plus comment il s'appelait, il savait plus s'il avait une famille. Et là, en fait, les souvenirs vont revenir et donc les soldats coréens vont le renvoyer en Corée et c'est là qu'il va retrouver donc son grand-père et sa petite sœur et il va essayer de reprendre une vie complètement normale, sauf que en tant que mercenaire, il n'était pas juste un mercenaire complètement classique, c'était un mercenaire d'une troupe, littéralement une élite, il est même le top 1 de cette élite, il est le meilleur, vraiment il est le meilleur, donc il va essayer
d'aider des gens à sa façon, il va retrouver d'autres partenaires mercenaires qu'il avait rencontrés avant, évidemment il a également des ennemis, etc. etc. C'est pareil, c'est un webtoon que j'aime beaucoup, j'ai pratiquement tout rattrapé en termes de retard pour ce webtoon. Ijin, qui est donc notre protagoniste principal, est un personnage que je trouve extrêmement attachant. C'est un personnage qui paraît très très froid au premier abord, mais il a grandi de ses 9 ans jusqu'à sa vie de jeune adulte, qui est donc 18-19 ans, dans une violence inouïe, où c'était mourir ou survivre. Vraiment, c'était même pas vivre, c'était survivre. C'est tu vis ou tu crèves. Vraiment, ça a été ça pendant des années. Donc c'est un jeune homme qui s'est forgé dans la violence, qui s'est forgé dans le peu de confiance qu'il pouvait avoir aux autres, etc., etc. Mais c'est un jeune homme qui est resté bon de nature, c'est un jeune homme qui réapprend à vivre dans une communauté complètement normale, basique, et donc là en particulier avec son grand-père et sa petite sœur. Tous ses souvenirs ne lui sont pas revenus, donc il a encore un petit peu de mal au départ. Et voilà, on a encore des combats, on a des rebondissements, on a une intrigue de fond qui est un peu longue à se mettre en place également et qui n'est pas toujours mise en avant. On a beaucoup de chapitres, beaucoup d'arcs, je vais dire, qui n'ont pas de réel rapport avec l'intrigue de fond. Et c'est un petit peu dommage. Mais ça reste pareil, un webtoon que je suis depuis le début. J'ai acheté les premiers tomes, donc celui-ci c'est clair, je vais me racheter tous les tomes après, par la suite, en format papier. Les choses se feront petit à petit, donc voilà, on verra bien par la suite. Mais j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce webtoon. Je le suis depuis le début et j'adore. Vraiment, j'adore plein d'actions, etc., etc. Vraiment, quelques petites touches d'humour, j'aime beaucoup. J'ai également repris la lecture que j'avais abandonnée à peu près 20 chapitres alors que j'aimais beaucoup, qui est Killer Peter, toujours sur webtoon, et je crois également que les premiers tomes sont sortis en VF, et celui-ci c'est pareil, je vais me l'acheter en format papier parce que je kiffe, vraiment je kiffe trop. Donc ici on suit un vieil homme qui est un ancien assassin d'une espèce de mafia qui s'appelait la mafia Gloire. Il est à la retraite, voilà, il se cache et tout, et ensuite des gens vont essayer de l'assassiner, sachant que cet homme est déjà vieux et qu'il est cancéreux, donc il a un cancer en phase terminale. Il va être blessé par ces assassins et il va perdre connaissance. Quand il va se réveiller à ses 20 ans, voilà, il a son apparence de 20 ans. Il sait pas pourquoi, comment ça se fait qu'il a 20 ans, il n'en sait rien. Mais en se réveillant, il se rend compte que ses comptes qui avaient plusieurs millions de dollars, il n'y a plus rien, donc on lui a tout pris. Et donc lui, à partir de là, va essayer de se venger, et il apprend que l'association pour laquelle il travaillait avant, eh bien ce sont ceux-là qui ont décidé de le tuer. Voilà, qui ont décidé de le tuer, sachant que c'était une légende autrefois. Et on a vraiment toute une intrigue de fond qui se met en place autour donc de ce personnage et de l'association Gloire. Et donc là je suis à peu près au bout, donc je dois être à 85 chapitres il me semble, et pépitas. Pépitas absolue, plein de combats encore une fois, quelques petites touches d'humour, des personnages. C'est un peu abusé, le personnage est extrêmement puissant, extrêmement intelligent, c'est le meilleur et tout, vraiment. C'est un peu abusé, mais n'empêche que j'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Terminé en termes de webtoon, j'ai commencé un petit webtoon donc il n'y a pas très longtemps qui s'appelle En chemin vers maman. Alors ce webtoon il est d'une mignonnerie. On va suivre un petit garçon qui est un petit peu sauvage, qui est dans un orphelinat et qui va vouloir retrouver sa mère. Il va vouloir retrouver sa mère parce qu'il voit une petite fille avec qui il va devenir ami repartir avec sa mère. Et donc, il fuit l'orphelinat pour aller retrouver sa mère. Sauf que le monde dans lequel il grandit n'a plus rien à voir avec le nôtre, puisque les humains ont pratiquement totalement disparu de la Terre. Ce sont les extraterrestres qui ont un peu pris le pouvoir, et on apprend pas mal de choses sur qui sont ces extraterrestres, qu'est-ce qui s'est passé, etc., etc. Franchement, c'est adorable parce que ce petit garçon ne parle pas. Il va tomber sur Ryder, qui est une espèce de mercenaire qui se dit mais attends, c'est un humain, les humains ils sont tellement rares, ils valent une fortune, surtout quand ils sont petits comme ça, je vais pouvoir le vendre. Sauf que Ryder il va tellement s'attacher au gamin
qui va pas le laisser partir. Voilà, il va pas le laisser. Et franchement, je vous le conseille. Il n'y a pas beaucoup de chapitres en VF pour le moment, mais alors c'est une mignonnerie absolue. Vraiment, c'est une mignonnerie absolue. J'ai passé un trop bon moment. J'ai kiffé. Voilà, j'ai kiffé cette lecture et autant vous dire que je vais la suivre avec beaucoup de plaisir. En plus, c'est sur Webtoon, c'est gratuit, c'est parfait. Bref, on va du coup terminer par la lecture des sables d'Airawiya. Donc, chasseur de flammes. Honnêtement, à ce stade, je ne sais pas du tout si j'ai envie de lire le tome 2. Vraiment, je me suis ennuyée beaucoup dans ce premier tome. La traduction est une catastrophe absolue. Et pourtant, en général, moi, la traduction, c'est pas ce qui me saute aux yeux le plus. Mais alors là, ça m'a sauté aux yeux. Vraiment, c'était compliqué de suivre. Donc, on suit, pour rappel, une jeune femme qui s'appelle Zafira, qui est chasseuse pour essayer de nourrir son peuple qui crève un petit peu de faim à cause de l'Ars. L'Ars est une forêt qui prend de l'ampleur, qui est extrêmement dangereuse, puisque soit on n'en sort pas, soit quand on en sort, on n'est plus très sain d'esprit. Voilà, on n'est plus très sain d'esprit. Sauf que Zafira, c'est un petit peu la seule à réussir, eh bien, littéralement à revenir de l'Ars. Donc elle y chasse et elle revient. Elle se fait passer pour un homme parce que les femmes chasseuses, c'est pas très bien vu. Hein, la place des femmes dans ces communautés, marie-toi, éponds des enfants, travailler, c'est pas pour toi. Voilà, on peut le délire. Hein, voilà, encore une fois, on est dans un univers où les femmes sont pas très très bien traitées. Et donc elle va être envoyée par une sorcière sur Char, qui est une île où ont été réunies un petit peu toutes les créatures fantastiques, dangereuses, etc., etc. C'est un peu une espèce de prison à ciel ouvert pour tous les démons du coin. Et le truc, c'est que d'autres personnes vont être envoyées aussi de leur côté pour aller récupérer un objet particulier qui donc ici s'apparente à un livre, pour essayer, elle en tout cas, de faire revenir la magie, de faire disparaître l'Ars et de pouvoir en fait sauver sa communauté, et chacun essaie de trouver cet objet pour évidemment des fins complètement différentes. On ne sait pas trop pourquoi, en tout cas au départ. Et c'est un ennemi Stoolovers, mais honnêtement, c'est long. Déjà, c'est long à démarrer. À la limite, je peux le comprendre puisque l'autrice va nous dépeindre son univers et ses persos. Mais après, toute la partie où ils sont sur Char, il se passe rien. Il se passe rien, on les voit juste essayer de trouver l'objet. Donc, ils voyagent, ils se battent quand il y a des méchants qui se pointent. Puis ils s'arrêtent, puis ils repartent, puis ils se battent. Il se passe rien. Le rapprochement entre Nassir et Zafira, par-ci par-là, ouais, j'y crois pas trop. Ouais, j'y crois pas trop. Nassir est un personnage auquel j'ai beaucoup de mal à m'attacher. Je le trouve un petit peu... j'ai l'impression qu'il se complaît un petit peu dans sa souffrance par moments. Peut-être qu'il y a de l'emprise de son père sur lui, je pourrais le comprendre, mais j'ai l'impression qu'il s'apitoie sur son sort, qu'il laisse couler et qu'il a abandonné depuis longtemps, qu'il veut se faire aimer par son père, et donc pour ça, il en a rien à foutre un petit peu de buter les autres, qu'il soit innocent ou coupable, rien à péter, parce que son père comme ça l'aimerait. Son père est un monstre, littéralement son père est un monstre, et il veut quand même se faire aimer d'un père dont il sait qu'il est un monstre. Je suis désolée, hein, Nassir c'est pas un enfant et c'est pas un adolescent, c'est un adulte. Donc je comprends qu'il veuille se faire aimer de son père, mais vraiment j'ai beaucoup de mal avec Nassir. Les autres protas, donc le général, j'ai oublié son nom, Hayden je crois, lui il est sympa, lui je l'aime bien. Ensuite on a d'autres personnages qui viennent se rajouter, eux je les trouve assez clichés. Zafira, c'est un personnage que j'ai plutôt bien aimé, mais honnêtement, il y a des choses que je voyais venir à la fin. Il y a de l'action à la fin, ok certes, mais ça rattrape pas tout le tome. En plus, c'était compliqué à lire parce que la traduction, vraiment, extrêmement mitigée sur ce premier tome. Vraiment extrêmement mitigée, je sais pas trop quoi en penser. Je sais même pas si on va en lire la suite. Bon, vraiment, je sais pas. À voir, mais...
pour le moment, j'ai pas un avis très dithyrambique, et pourtant je sais que l'autrice est plutôt pas mal plébiscitée. Elle a sorti d'autres choses, j'ai même un autre roman d'elle, donc ici, là, derrière. Peut-être que ce sera mieux, je ne sais pas. Et attention, c'est pas parce que j'ai pas aimé un roman de l'autrice que je ne suis pas capable de lire autre chose de l'autrice. C'est juste que là, en tout cas, pour ce premier roman, ce premier tome que je lis d'elle, je suis pas très... Voilà, je suis pas très optimiste. Voilà, mais bon, c'est comme ça. Bref, ça fait 30 minutes que je vous tiens pratiquement, donc je vous laisse là. Et puis on se retrouve très vite,